Une minute de silence cet après-midi à l'Assemblée nationale. Un court répit avant que la France insoumise et le gouvernement ne s'écharpent 3 jours après la mort d'un étudiant identitaire frappé par des jeunes de l'ultra-gauche. Ceux qui instrumentalisent ce drame pour nous salir doivent cesser. Il est temps que vous fassiez le ménage, Madame la Présidente Panot. Le ménage dans vos propos, le ménage dans vos idées et surtout le ménage dans vos rangs. C'est en marge d'une rencontre entre la députée européenne LFI Rima Hassan et des étudiants de Sciences Po Lyon que des affrontements ont éclaté jeudi entre des militants identitaires et des antifascistes. Quentin Deranque, 23 ans, a succombé aux coups portés par au moins 6 individus masqués et cagoulés. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Ces lésions étaient au-delà de toute ressource thérapeutique et mortelles à brève échéance. Depuis la mort du jeune nationaliste, le ministère de l'Intérieur pointe du doigt la Jeune Garde. Ce groupuscule antifasciste a été fondé par Raphaël Arnaud, devenu député LFI en 2024. Un groupe soutenu par Jean-Luc Mélenchon lors de sa dissolution l'an dernier. Ce sont des jeunes antifascistes. Ont-ils fait une seule fois l'apologie de la violence? Jamais. Jamais. Le gouvernement, de son côté, accuse les insoumis d'engendrer des violences. Il y a une responsabilité morale de la France insoumise dans ce climat de violence exacerbé. La France insoumise dénonce une récupération politique sordide à 1 mois des élections municipales. Raphaël Glucksmann, lui, appelle à rejeter les extrêmes qui brutalisent la vie politique. Nous serons cette digue de défense de la démocratie précisément parce que nous ne ferons aucune alliance avec des mouvements qui mettent à mal la démocratie, dont la France insoumise. Alors, la violence verbale encourage-t-elle des passages à l'acte? Comment endiguer cette brutalisation de la vie politique? Nos 3 invités, François Cusset, bonsoir, vous êtes historien. Votre dernier essai, Le déchaînement du monde, logique nouvelle de la violence. Selon vous, il n'y a pas de recrudescence de la violence politique en France, mais une brutalisation qui vient notamment du programme des élites qui touche infiniment plus l'extrême droite que l'extrême gauche. À côté de vous, Perrine Simon-Naoum, bonsoir, professeur de philosophie à l'École normale supérieure. Dernier ouvrage, Sagesse du politique. Selon vous, les mots portent une réalité. Cela débouche parfois sur des passages à l'acte, même si, ajoutez-vous, Jean-Luc Mélenchon n'appelle pas explicitement au meurtre de militants de la droite radicale. Il entretient un certain climat. Et à côté de vous, Xavier Crétier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue. Votre dernier essai, Violence politique en France de 1986 à nos jours, coécrit, je le précise, avec Isabelle Sommier et François Audigier. Selon vous, l'ultra-gauche en général ne tue pas et ce qui vient de se produire constitue une nouveauté. La violence politique de type idéologique, qu'elle vienne de l'ultra-droite ou de l'ultra-gauche, est extrêmement faible en France. Alors on va vous poser peut-être la première question. Violence politique autour des questions politiques et identitaires, il y en a toujours eu en France. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui par rapport à ce qui se passait notamment dans les années 30 ou les années 70 et 80 ? En effet, vous l'avez dit, c'est une violence bien sûr qui existe, mais qui est quand même quantitativement extrêmement faible. Ça peut être intéressant de cerner un peu le débat autour de chiffres. Hein. Oui. Les chiffres qu'on a produits dans cet ouvrage, qui est un ouvrage qui avait véritablement cette volonté de quantifier la violence. En gros, depuis 40 ans, on a à peu près 5600 faits de violence politique. Sur ces 5600 faits, vous en avez 4829 qui n'ont fait aucun mort ou aucun blessé. Et sur le nombre de morts, il y a à peu près 418. Si on enlève les islamistes, qui à eux seuls sont responsables de 289 morts, les séparatistes, Corse, Basque, qui sont à peu près responsables de 80, il reste 53 morts du côté des violences idéologiques. En 40 ans. Voilà, ultra-gauche ou ultra-droite. Or, sur ces 53 morts, vous en avez 5 qui sont le fait d'ultra-gauche et 48 qui sont le fait d'ultra-droite. Donc ça donne un petit peu un cadre quantitatif sur la réalité de ces violences. Et puis bien sûr, des violences qui sont beaucoup moins fortes qu'elles ne l'étaient dans les années 70 et a fortiori dans les années 30. Perrine Simon-Naoum, c'est pour ça qu'on dit moins de violence, mais plus de brutalisation. C'est ça la différence que vous pouvez faire ? Alors, tout dépend de ce qu'on entend par violence. Effectivement, il y a la violence physique qui se traduit comme là par un meurtre, par un assassinat. Il y a aussi la violence dans les mots. Et je voudrais revenir sur ce que disait Gérald Darmanin quand il dit « les mots tuent ».
je dirais qu'il a à la fois tort et raison. C'est-à-dire que les mots, évidemment, ne tuent pas, mais les mots essentialisent. Et c'est en passant par cette essentialisation, en fait, que les mots peuvent déboucher sur la violence physique. C'est l'une des raisons pour lesquelles, et ce n'est pas pour rien que ces événements ont eu lieu en lien avec une conférence de Rima Hassan, ce n'est pas pour rien que tout se cristallise quand même en France autour de LFI et autour de la question de l'antisémitisme. Alors on va y revenir, mais François Cusset, pourquoi on parle d'ultra-droite et d'ultra-gauche, pas d'extrême droite et d'extrême gauche? Quelle est la différence? Comment est-on venu à ces appellations-là et quelle est la différence que vous faites entre les violences perpétrées par les uns et les autres? Ces termes-là sont, j'allais dire, presque interchangeables. Enfin, on essaye de faire un échiquier, une gradation. La vérité, c'est qu'il y a des forces politiques parlementaires, représentées au Parlement, et certaines qui sont extra-parlementaires, groupusculaires, dans des cellules. Alors, il ne faut pas dire nébuleuse, parce que nébuleuse, c'est très négatif. Ça peut être des myriades, ça peut être beaucoup d'associations. Donc extrême, c'est plutôt politique, et ultra, c'est en dehors de la... Oui, alors ultra, enfin bon, voilà, parce que c'est aussi des termes après de la police, de la répression. Le terme ultra a été inventé par les renseignements généraux. Oui, ultra-droite, ultra-gauche. Ouais. D'accord. Voilà, après, pour le reste, il va de soi, en termes quantitatifs, c'est ce qui a été dit, que les violences de l'extrême et donc de l'ultra-droite sont bien supérieures à celles venues de la gauche depuis, sur le long terme, évidemment. Et de ce point de vue-là, excusez cette expression, parce que, évidemment, la mort de Quentin est absolument tragique, c'est du pain béni pour l'extrême droite, parce qu'effectivement, ça oriente toute l'attention sur une violence possible de ce côté-là de la politique, alors que la violence est verbale et idéologique, grand remplacement, submersion migratoire, et surtout directe, attaquer des antennes LGBT, des foyers de migrants, elle est beaucoup plus d'extrême droite que d'extrême gauche. Alors on va évoquer avec Fanny et avec vous trois, évidemment, la dissolution des groupuscules d'ultra-droite et d'ultra-gauche depuis la Ve République. Oui, 131 dissolutions très exactement depuis 1958, dont plus d'un tiers sous Emmanuel Macron. Alors dans le détail, vous allez le voir, ce sont les groupes d'extrême droite qui sont le plus visés, 45 dissolutions au total depuis 58, devant les groupes islamistes, 23, et ceux d'extrême gauche, 20 dissolutions. Côté extrême droite, ça concerne par exemple le GUD, groupe Union Défense, dissous en 2024. On peut citer aussi la division Martel, accusée de mener des actions punitives contre les étrangers en France, ça c'était en 2023, ou encore le groupe Blood and Honor Hexagone, le sang et l'honneur, dissous en 2019 parce que accusé de soutenir l'idéologie, de diffuser l'idéologie nazie. Du côté de l'extrême gauche, on peut citer cette fois le collectif Palestine Vaincra, interdit en 2022, ou encore l'association antifasciste La Jeune Garde, pointée du doigt dans la mort de Quentin de Ranc. La dissolution a été prononcée il y a 8 mois. Le groupe a déposé un recours pour la faire annuler devant le Conseil d'État. Ce recours devait être examiné demain. L'examen a été reporté sine die. D'après le chef du renseignement territorial Bertrand Chamoulot, dissoudre permet à l'État de montrer qu'il agit, de revendiquer une action, mais la démarche présente des limites, dit-il, je le cite, on ne dissout ni les membres de ces groupuscules, ni leurs idées. Xavier Crétier, est-ce que ça a encore un sens de dissoudre ces groupes, ou est-ce qu'au contraire, c'est aussi prendre le risque de perdre leurs traces ? Alors, d'une certaine façon, pour venir à bout de ces groupes, il faudrait dissoudre les membres. Mais là, on est quand même dans une démocratie, ça serait quand même compliqué. Donc, si on ne dissout en effet que les groupes, moi, j'ai jamais très bien compris l'utilité forte de la dissolution. J'ai beaucoup travaillé sur les mouvements nationalistes corses. Ils ont tous été dissous. Ils sont tous revenus sous une cagoule ou sous une autre. Donc là, c'est un peu la même chose. Et par ailleurs, ça présente un risque. C'est que tant que le groupe existe, on peut l'infiltrer, on peut le surveiller. Quand il est dissous, il peut se reformer de façon très très clandestine. Et c'est compliqué pour les renseignements territoriaux d'aller les surveiller. Donc très souvent, les policiers de terrain sont plutôt frileux sur les questions de dissolution, c'est quelque chose de très politique. Qu'est-ce qui les caractérise? C'est plus l'action que l'idéologie, en quelque sorte, ces groupes-là? Non, les deux, mais effectivement, un groupe dissous continue à agir clandestinement. Alors, on peut imaginer qu'il y a aussi une sorte de séparation à l'intérieur du groupe entre ceux qui continuent une action clandestine et ceux qui profitent de cette dissolution pour rejoindre, pour le coup, une façade politique plus... Enfin, la porosité qu'on connaît bien à l'extrême droite entre le fameux Front National dédiabolisé
entre guillemets, et ces groupuscules-là vient aussi de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on se refait une vie, on rejoint un parti beaucoup plus respectable en apparence. Mais voilà, cette porosité d'ailleurs. Elle n'existe qu'à l'extrême droite, cette porosité, ou elle existe aussi en miroir à l'extrême gauche? Elle est beaucoup plus grande qu'à l'extrême gauche, puisque donc là, qu'est-ce qui se passe? On pointe la France insoumise. Moi, je suis pas là pour la défendre une seconde, mais on sait bien que la plupart de ces cellules, ces groupuscules à l'extrême gauche, dans la grande tradition anarchiste, sont ultra critiques de cette gauche électorale qui veut gouverner. Voilà. Donc non, en vérité, il me semble qu'il y a plus de porosité idéologique et directe entre les groupuscules d'extrême droite et les partis parlementaires d'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Perrine Simon-Naoum, vous dites c'est dans les deux cas, vous? C'est extrême droite et Moi, extrême je gauche, pense vous n'êtes pas d'accord? que c'est absolument dans les deux cas. Et ce que je pointerais, c'est finalement la manière dont il y a à la fois une antagonisation et un jeu politique entre LFI et le RN, à la fois d'antagonisation et à la fois de connivence, d'une certaine façon. Parce que aux deux extrêmes, on a des ennemis. Des gens qui veulent en quelque sorte dissoudre le système et qui s'en prennent à la démocratie représentative. Donc ils fonctionnent de la même façon avec des groupuscules. Ils ont d'ailleurs une histoire qui relie le parti et ces groupuscules. Et ce sont en fait de la même façon des partis qui prônent une forme de rupture, et de rupture qui s'appuie sur un discours d'exclusion, qui s'appuie sur un discours de haine, et qui s'appuie sur la convocation d'une violence. Alors, on peut dire que maintenant, le RN, effectivement... est en voie de notabilisation, Moi, je serais un peu sceptique là-dessus, et de toute façon, je pense que les fondamentaux sont des fondamentaux de rupture et un discours d'exclusion. Et quant à Mélenchon, qui est un homme de mots, donc qui sait très bien, en fait, ce qu'il fait quand il fait des discours où il attise la violence, là aussi, on pourrait attendre de lui qu'il assume au moins ce discours de rupture. Je suis toujours gêné avec le renvoi dos à dos symétrique qui a effectivement été la stratégie de Macron depuis 8 ans, de ces deux extrêmes, puisqu'on vient désormais de labelliser LFI extrême. Parlons aussi, il y a aussi une question de programme et de projet politique, et pas seulement de personnalité. Le programme, je suis tout à fait d'accord. Rupture avec le capitalisme, rupture avec les institutions, passage à la 6e République. Non, c'est pas rupture avec le capitalisme, c'est écosocialisme. C'est rupture avec... C'est la sortie du capitalisme, c'est l'influence de l'idéologie de Chantal Mouffe et Ernesto Laclos, c'est-à-dire qu'on antagonise... écoutez, Mélenchon s'en réclame, donc... on n'antagonise pas, on fait monter effectivement les minorités qui en France n'ont pas rejeté. On antagonise l'adversaire qui devient un ennemi. Je pense qu'il faut quand même revenir aux fondamentaux. Il y a un programme. La préférence nationale vous gêne moins je suis d'accord. Je ne dis pas, je ne fais pas. Non, moi je les renvoie dos à dos. Vous ne les renvoyez pas dos à dos. Je pense qu'il faut faire une différence. On ne vous mettra pas d'accord. Le symbole du jour, Oui, Benjamin, justement, on en parlait. C'est le logo de la jeune garde groupe, antifasciste, tout à fait, qui est au cœur de l'actualité. Ces 3 flèches orientées vers la gauche, une référence au groupe d'autodéfense socialiste français des années 30, qui s'appelait Toujours prêt pour servir et Jeune Garde socialiste à l'époque, contre les ligues d'extrême droite de ce temps-là. Perrine Simon-Naoum, à quoi correspondent ces 3 flèches exactement? Que symbolisent-elles? C'est effectivement les 3 ennemis qu'il s'était définis. Et en 2018, le discours a été réactualisé parce que c'était quand même un peu obsolète, que ce soit le nazisme et le stalinisme. Et donc, l'idée est de dire qu'on combat toutes les formes de domination, sous d'ailleurs, à travers cette espèce de syntagme attrape-tout, qui est le terme de fascisme. Oui, d'ailleurs, au-delà du cas de la jeune garde, qui est sans doute pas le meilleur exemple, c'est la question de l'antifascisme, en fait, qui est au cœur de tout ça, et on en parle très mal parce qu'on manque de recul historique. Celui qui en parle le plus mal, c'est bien sûr Donald Trump, puisqu'il imagine que tout ce qui est ourdi aux États-Unis l'est par cette espèce de monstre qu'il a inventé de toutes pièces. Mais il y a une histoire, une histoire depuis les années 20-30, qui n'est pas que liée à sa récupération, justement, par les communistes staliniens, au départ, c'est le comité de vigilance des intellectuels antifascistes. C'est un combat qui a duré, qui a été repris, qui aujourd'hui existe, dans tous les bords politiques, jusqu'à l'extrême droite bien sûr, non comprise. C'est cette histoire-là qui est en jeu, beaucoup plus que les polémiques d'aujourd'hui. Xavier Critti, alors justement, puisqu'on parlait tout à l'heure de sémantique, est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui donnent un écho beaucoup plus fort aux mots, entraînant du coup
un passage à l'acte qu'on ne connaissait pas forcément dans le passé. Oui, alors, c'est vraiment une question centrale, quoi. En effet, derrière, est-ce que les mots tuent? Est-ce qu'il y a une incidence des termes utilisés sur le passage à l'acte violent? Du fait de la viralité des réseaux sociaux aussi. Et du fait de la viralité des réseaux sociaux. Ce qui est certain, c'est que les réseaux sociaux, qui sont à mes yeux, et surtout quand on est prof, la plaie de l'humanité, les réseaux sociaux... Les deux autres se marrent. Oui, mais je pense qu'on partage ça là, oui. sans difficulté. Les réseaux sociaux, moi je l'ai vu, j'ai fait un gros travail par exemple sur un peu plus de 600 acteurs islamistes qui sont actuellement en prison. Pour plus de 75% d'entre eux, ils se sont socialisés au djihadisme via les réseaux sociaux. C'est-à-dire pas par leurs parents, pas par leurs amis, pas parce qu'ils ont fréquenté des mouvements islamistes, pas par des mosquées, etc. C'est par les réseaux sociaux. Donc clairement, ça joue un rôle tout à fait considérable. Après, est-ce que les mots tuent directement? Moi, j'ai tendance à me méfier de la suridéologisation de ce type d'action. Et on a quand même affaire à une violence. C'est quoi la violence? C'est deux corps qui se rencontrent, c'est deux émotions et deux haines qui se rencontrent. Et finalement, ce qui s'est passé à Lyon, et c'est pas un hasard si ça se passe à Lyon, il faudra aussi interroger Lyon. Parce que Lyon, c'est l'épicentre de l'extrême droite, c'est l'épicentre de l'ultra-droite en France, de l'ultra-droite activiste. Et on a une jeune garde qui s'est montée pour pousser aux marges l'ultra-droite activiste présente. On a une guerre de territoire, une guerre très grégaire qui se joue, qui n'est pas très... Guerre de territoire comme dans les cités, alors? Exactement. Qui n'est pas très éloignée de ce qui se passe dans les cités, sauf qu'il y a un vernis idéologique derrière, mais avant tout, c'est des haines qui s'expriment. Du coup, François Cusset, est-ce que cela, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, inspire ce qui se passe au niveau des politiques, puisque Jean-Luc Mélenchon assume la conflictualisation. Il l'avait dit en 2012, dans un meeting, il a dit conflictualiser, tout conflictualiser. Attention, il ne faut pas tout mélanger. C'est-à-dire, quand il dit ça, c'est que en fait, sa vision politique, et d'ailleurs philosophique, est celle, effectivement, de polarité conflictuelle dans la société, dans les rapports économiques, en politique. C'est ce qu'il voit. En revanche, les réseaux sociaux, tout le monde les utilise, les instrumentalise. D'ailleurs, un peu en retard, ils prennent le train en marche, ils sont obligés de rejoindre quelque chose qui a lieu. Il me semble que la violence n'est pas une violence directement d'incitation par les mots à l'action, parce que ces actes ont lieu de toute façon. Ces groupuscules se détestent, se repèrent, s'attaquent. C'est ce qui s'était passé avec Clément Méric en 2013. Oui, voilà, et c'est ce qui se passe dans la mort de Clément Méric. En revanche, il y a une violence du langage en politique, qui a d'ailleurs été assez intéressante, parce que c'est l'œuvre justement de la gauche intellectuelle américaine, celle qui est maintenant en ligne de mire aux États-Unis, celle de Judith Butler, de Gayatri Spivak, c'est-à-dire de dire les mots racistes, les mots sexistes, les mots tuent, mais tuent au sens d'une mort très très lente, qui est celle d'une déconsidération, d'une dégradation et d'un mépris général. Mais en revanche, qu'il tue au sens où on va écouter un discours de Mélenchon et aller tuer quelqu'un derrière, non, ça n'a aucun sens. Alors, puisque vous parlez des États-Unis, justement, Emmanuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, s'insurge contre les accusations qui visent ces derniers jours son parti et fait le parallèle avec ce qui se passe outre-Atlantique. Écoutez. Pour le gouvernement, il y a une tentative de faire porter, en quelque sorte, une responsabilité morale, mais c'est infect. La méthode qui est à l'œuvre aujourd'hui dans une partie de la classe politique et de la classe médiatique en France est exactement la méthode qui a été utilisée aux États-Unis par Donald Trump après l'assassinat de Charlie Kirk, qui a accusé le Parti démocrate d'être responsable alors qu'il n'avait aucune responsabilité. Et maintenant, on fait la même chose avec la France Insoumise. Et c'est totalement scandaleux. Perrine Simon, il parle d'inversion victimaire en quelque sorte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Eh bien, je pense qu'eux-mêmes pratiquent, et en tout cas depuis le 7 octobre 2023, une inversion victimaire. C'est-à-dire que, si vous voulez, par exemple, quand... le 7 octobre 2023, c'est le massacre. Voilà, quand ils expliquent que le Hamas sont des résistants, comme quand Rima Hassan tweet qu'elle déteste les sionistes et que finalement les sionistes sont les nouveaux nazis, c'est exactement... Il peut en parler parce que c'est ce qu'il pratique. Et ça, ce sont des discours de haine. Donc, si vous voulez, il y a pour moi une responsabilité morale qui est très forte de Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, il n'appelle pas au meurtre. Mais lui qui connaît les mots, lui qui sait la stratégie qu'il met en place, il faudrait aussi qu'il pense que ceux qui reçoivent les mots, et on parlait des réseaux sociaux, qui antagonisent les communautés, les réseaux sociaux, c'est aussi la virtualité des choses, c'est-à-dire finalement le fait que les gens passent à l'action sans se sentir vraiment responsables. On est dans un jeu vidéo, on tue un maximum de gens, ce qui rapporte un maximum de points, et on est responsable de rien.
François Cusset. Oui. Voilà, je vous étonnerai pas en m'inscrivant en faux contre l'amalgame entre antisionisme et antisémitisme, qui a été beaucoup fait pour évidemment diaboliser. Et il a eu des paroles antisémites. Hein. L'affiche de Cyril Hanouna, c'est pas Gaza, c'est des Roland de Vichy. Moi, je pense que non, parce que c'est incompatible avec l'affiliation politique. Pour revenir sur est-ce que le conflit permanent, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a aujourd'hui la recherche d'un conflit permanent plutôt que sur la recherche d'un consensus au niveau politique. Est-ce que ça peut avoir un impact sur les élections à venir, notamment dans le débat politique? Mais ça, c'est le jeu politique qui veut ça. Absolument pas plus la France Insoumise ou je ne sais quel parti qu'un autre. Il y a un exemple, moi, qui me frappe beaucoup quand on veut vraiment condamner la violence. C'est, vous savez, en 2023, quand Macron a utilisé, son gouvernement a utilisé le 49.3 pour la réforme des retraites. On a brûlé quelques poubelles et quelques vélos sur la place de la Concorde devant l'Assemblée. Et vous savez ce qu'il a dit, le président? Vous vous souvenez? On oublie ça. Il a dit, c'est exactement ce qui s'est passé au Capitole le 6 janvier 2021 ou à Brasilia. C'est-à-dire qu'il a comparé, là aussi, des gauchistes ou des gens tout simplement furieux que la démocratie soit bafouée au fascisme aux États-Unis. Non, on ne peut pas dire n'importe quoi. Xavier Chrétien, à un mois des municipales, à 1 an de la présidentielle, enfin 1 an et 2 mois, des incidences, une traduction politique dans les urnes. On peut la redouter. Ce qui est évident, c'est que cet cet assassinat, ce meurtre est vraiment un coup dur pour la France Insoumise qui... Mais plus au-delà de la France Insoumise, pour tout je ne sais pas, mais ça va avoir des incidences très claires sur la France Insoumise, en tout cas, puisque Mélenchon se voyait assez bien au 2e tour et voulant réunir la gauche, et pour ça a besoin de se notabiliser, moi je dirais même se mitterrandiser, ce qu'il a commencé à faire avec son chapeau et son écharpe rouge. Et là, c'est difficile. C'est vrai que ça va être difficile. Bon, après, je ne suis pas sûr que ce cas, qui est quand même assez unique, encore une fois, en France, on n'est pas soumis à une violence politique de grande intensité. Il faut quand même garder un peu les pieds sur terre. Je ne suis pas sûr que ce cas-là va bouleverser les équilibres. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on lit ce que disait Victor Hugo en 1850, le suffrage universel, en donnant un bulletin à ceux qui souffrent, leur ôte le fusil, Perrine Simon-Naoun, sauf que le vote aujourd'hui ne semble plus être un exutoire. Est-ce que c'est ça aussi qui peut mener à cette violence qu'on connaît aujourd'hui? C'est plus un exutoire, une sorte de transmutation civile, comme vous dites, Xavier Chrétien. Oui, je crois absolument. Et on voit bien la corrélation qui existe dans la manière dont les discours de haine attisent les ressentiments et l'incapacité, l'impuissance finalement des institutions politiques à en tenir compte. N'oublions pas que c'est avec un bulletin de vote que Adolf Hitler a été élu en janvier 1933. Merci à tous les trois. Merci beaucoup d'être venus explorer notre question du jour.